La femme de mon frère a dit, nous voulons juste que tout soit impeccable après t'avoir retiré de toutes les photos du mariage. J'ai simplement répondu, ça montre exactement quelle est ma place dans cette famille, puis je suis parti sans jamais me retourner. Si vous demandiez à n'importe qui dans ma famille qui est le plus discret, il me pointerait du doigt. Je ne suis pas du genre à crier pendant le dîner ou à chercher à être sous les feux des projecteurs. Je ne cherche pas les ennuis. J'écoute plus que je ne parle. Je ne fais pas de crise de colère, même quand je le devrais probablement. Ça n'a jamais été mon style. Mais s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que les gens comme ça, les discrets, ont tendance à être sous-estimés. Et parfois, nous sommes ceux qui se souviennent de tout. Mon frère Nat a 2 ans de moins que moi. En grandissant, notre dynamique était exactement ce à quoi on s'attendrait entre 2 garçons d'âge rapprochés, chaotiques, mais proches. Nous avons partagé une chambre jusqu'à mon départ pour l'université, nous nous sommes battus un bon nombre de fois dans le jardin, et nous nous sommes couverts mutuellement quand les choses tournaient mal avec nos parents. Mais les choses ont changé après l'université. Nat s'est lancé dans la vente et a cultivé à fond une certaine image, costume sur mesure, une BMW d'occasion, et un fil de réseaux sociaux rempli de selfies à la salle de sport et de citations de motivation qu'il n'appliquait pas lui-même. Moi, je suis resté discret, j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur, j'ai déménagé dans une ville plus calme et j'ai construit une vie solide dont je ne ressentais pas le besoin de faire l'étalage. Nous nous parlions encore, mais quelque chose clochait toujours. Comme si j'étais seulement gardé dans les parages par obligation, pas par affection. Quand il s'est fiancé à Brianna, une femme que j'avais rencontrée exactement 2 fois, j'étais sincèrement heureux pour lui, même si elle semblait être le genre de personne à dire des choses comme « nous sommes juste un couple très soigné ». Et à agir comme si mon travail concevoir des composants structurels pour des éoliennes était en quelque sorte moins impressionnant que celui de Nat, qui vendait des matelas de luxe. J'ai essayé. Vraiment. J'ai répondu à l'invitation le jour même où je l'ai reçue, j'ai proposé mon aide pour toute installation technique ou logistique, offre poliment et conduite, et j'ai même versé 200 € via Venmo pour le week-end d'enterrement de vie de célibataire commun auquel je n'étais pas invité. Le mariage avait lieu dans un vignoble à 1 heure de la ville. Rustique mais hors de prix, parfaitement dans leur style. J'avais loué un costume, réservé une chambre d'hôtel à proximité et apporté un cadeau attentionné, une carte avec un chèque de 1500 €. Ce n'était pas seulement généreux, c'était significatif. Cet argent n'était pas de la menue monnaie pour moi. Je l'avais économisé petit à petit, voulant contribuer de manière significative parce que je croyais sincèrement que c'était censé être un grand moment pour mon frère. J'étais nerveux en conduisant, non pas à cause de l'événement, mais parce que quelque chose au fond de moi me disait que cette journée ne se passerait pas sans heurts. Quand je suis arrivé sur les lieux, j'ai vu le plan de table affiché sur un petit chevalet près de l'entrée. Je l'ai parcouru à la recherche de mon nom. Premier passage, rien. J'ai regardé à nouveau, puis encore une fois. Mon nom n'y figurait pas. Supposant que c'était un oubli, je suis entré et j'ai approché l'une des organisatrices du mariage, une jeune femme jonglant avec des presse-papiers et un talkie-walkie. « Bonjour, désolé, dis-je doucement. Je ne crois pas voir mon nom sur le plan. Adam Reynolds. » Elle m'a jeté un regard, visiblement déjà épuisé, puis a feuilleté sa liste d'invités. Adam. Ah, vous êtes le frère de Nat, c'est ça? Son ton a changé, comme si elle réalisait quelque chose de gênant. Oui, alors, il y a eu quelques changements de dernière minute. Je crois que vous êtes censé être près du mur ouest. Il y a quelques sièges libres près du photomaton. Le mur ouest. J'ai cligné des yeux. Ce n'était même pas à une table. C'était près des haut-parleurs, là où les chaises pliantes supplémentaires avaient été empilées, comme une solution de dernière minute. Pensant toujours que ce devait être une erreur, je me suis dirigé par là. C'est là que je l'ai remarqué. Le seul siège étiqueté qui aurait dû être le mien avait un carton, mais pas avec mon nom. Il y était écrit « Tiffany Cousin +1 ». Je ne savais même pas qui était Tiffany, mais elle était là, sirotant déjà du champagne à la place que je supposais mienne, riant avec un groupe de personnes que je reconnaissais à peine. Essayant de rester calme, je me suis dirigé vers ma mère, qui ajustait la boutonnière sur la veste de mon père. « Salut », dis-je, en essayant de garder un ton décontracté. « Tu sais ce qui se passe avec le plan de table ?» Elle n'a même pas levé les yeux. Oh, oui. La famille de Brianna a eu plus de gens que prévu, et ils viennent de si loin, nous ne voulions pas les déplacer.
Reste simplement près du mur pour la cérémonie, tu verras tout. Le mur, ai-je répété, un peu trop fort. Mon père m'a lancé un regard, comme si je faisais une scène. Ce n'est pas grave, a dit ma mère, me balayant d'un geste de la main. Ne gâche juste pas les photos en boudant. Je ne boudais pas. J'étais stupéfait. Et puis est venu le coup de grâce. La voix de Brianna, claire et vive, derrière moi. Oh, super, tu as trouvé une place, dit-elle, sans même attendre de réponse. Nous essayons juste de garder des photos de famille impeccables, tu sais. Je ne sais pas à quoi ressemblait mon visage, mais il a dû exprimer tout ce que j'essayais de cacher, car elle a ajouté rapidement, ce n'est rien de personnel. Tu seras sur les photos de la réception, promis. J'ai hoché la tête, les lèvres pincées. Elle s'est éloignée avec sa bande de demoiselles d'honneur. Il y a une sorte d'humiliation qui ne s'accompagne ni de cris ni de larmes. Juste une douleur lente et sourde dans la poitrine, alors que vous réalisez que vous n'êtes pas le bienvenu là où vous auriez dû l'être. Je suis resté là 1 minute, essayant de ravaler ma salive, puis mes yeux se sont tournés vers la table des cadeaux, une surface recouverte de lin blanc près du gâteau, chargée de boîtes pastel et d'enveloppes élégantes. La mienne était facile à repérer. Argent mat, avec un ruban fin soigneusement noué. J'avais scellé cette enveloppe avec tant de soin, y glissant même une note sur à quel point j'étais fier de Nat, espérant que l'argent l'aiderait à commencer son nouveau chapitre. Je n'ai même pas réfléchi. J'ai marché droit vers la table, j'ai tendu la main et, calmement, je l'ai reprise. Personne ne m'a arrêté. Personne n'a même remarqué au début, jusqu'à ce que je me tourne vers la porte et que quelqu'un, peut-être l'un des témoins, crie « Eh, Adam, où vas-tu » Je ne me suis pas arrêté. J'ai juste regardé par-dessus mon épaule, j'ai levé l'enveloppe et j'ai dit « Ne vous inquiétez pas. Je resterai hors du cadre pour toujours. » J'étais presque à la sortie quand j'ai entendu la voix de Nat derrière moi. « Adam, attends. » J'ai arrêté de marcher, mais je ne me suis pas retourné. Je suis resté là, juste à côté des grandes portes doubles qui menaient au parking en gravier, une main sur la poignée en laiton poli et l'autre serrant l'enveloppe comme si c'était la seule chose solide qui me maintenait ancré. « Adam, » répéta Nat, se rapprochant, ses chaussures crissant doucement sur le sol derrière moi. « Allez, mec. Ne fais pas ça. Ce n'est pas si grave. » Je me suis retourné lentement et, pour la première fois depuis des années, je l'ai vraiment regardé. Il était là, dans son smoking de créateur, une coupe de champagne encore pétillante dans sa main gauche. Il avait l'air confus, comme si c'était moi qui faisais une scène, comme s'il ne venait pas de reléguer son propre frère à une chaise pliante près du photomaton parce que la cousine de Brianna avait amené un invité supplémentaire. « Pas si grave, ai-je répété doucement. « Ouais, » dit-il en haussant les épaules, baissant un peu la voix comme s'il ne voulait pas que les autres invités entendent. « C'est juste le plan de table, frérot. Ce n'est pas comme si on t'avait mis à la porte. Et la famille de Brianna, mec, ils ont pris l'avion depuis le Portugal. Il fallait bien leur faire de la place. » J'ai laissé échapper un petit rire, mais ce n'était pas drôle. Donc, je dois m'asseoir dans un coin et espérer que personne ne me demande si je suis le DJ. Mec, ne sois pas dramatique. C'est juste un jour. Tu vas sérieusement faire en sorte que tout tourne autour de toi. Celle-là m'a touché. Faire en sorte que tout tourne autour de moi. J'avais passé des années à être présent pour les anniversaires, les vacances, les barbecues familiaux. Toujours celui qui envoyait des cartes, se souvenait des anniversaires, restait tard pour aider à nettoyer pendant que Nat disparaissait pour prendre un appel. Je n'avais jamais rien fait tourner autour de moi. Et c'était peut-être ça, le problème. Peut-être s'était-il tellement habitué à ce que je ne prenne pas de place que l'idée que j'ai besoin d'une chaise ou une simple chaise littérale était soudainement de trop. J'ai pris l'avion, dis-je lentement. J'ai loué un hôtel. J'ai acheté un costume. Je t'ai donné 1500 €. Tu allais nous donner, corrigea-t-il en montrant l'enveloppe. C'est ça, dis-je. J'allais. Mais j'ai réalisé quelque chose. Je ne suis pas vraiment ton frère aujourd'hui. Je ne suis que de la figuration. Sa mâchoire se crispa. Tu exagères complètement. Non, dis-je. C'est vous qui l'avez fait. Vous n'avez simplement pas pensé que je le remarquerais. Il soupira en se frottant la tempe. Écoute, c'était la décision de Brianna, d'accord ? Elle voulait que les photos ne montrent que son cercle proche.
Des lignes épurées, des couleurs assorties, ce genre de choses. Donc, je ne correspondais pas, demandai-je. A-t-elle fait une vérification pour savoir qui avait une structure osseuse photogénique? Il ne répondit pas, et peut-être savait-il qu'il valait mieux ne pas essayer. Tu sais, dis-je, en revenant finalement vers lui, je ne m'attendais pas à être sous les projecteurs. Je ne m'attendais même pas à un toast, ni à une danse, ni à une mention. J'attendais juste une place. Un endroit qui disait, tu es assez important pour être ici. Comme tout le monde. Tu es important, marmonna-t-il, presque comme si ça lui faisait mal de le dire. Alors pourquoi n'as-tu pas agi en conséquence? Ses yeux passèrent derrière moi, vers le reste de la salle. Les invités qui regardaient maintenant plus ouvertement. Le photographe qui faisait une pause en pleine prise de vue, le DJ qui baissait légèrement le volume. Il détestait ce genre d'attention. Je le voyais sur tout son visage. Il voulait que la journée soit parfaite. Soignée. Digne d'Instagram. Et maintenant, elle ne l'était plus. Pas parce que j'avais fait une crise, mais parce que j'avais refusé de disparaître en silence. Écoute, dit-il entre ses dents serrées. Si c'est une question d'argent. Ce n'est pas le cas, le coupai-je. C'est une question de respect. Et aujourd'hui m'a montré le peu que j'ai de ta part. Il ouvrit la bouche comme pour protester, mais rien ne sortit. Juste une expiration frustrée. Je m'en vais, dis-je, en ajustant l'enveloppe dans ma main. Mais ne t'inquiète pas, je m'assurerai que les photos soient parfaites. Pas de grand frère gênant en arrière-plan pour gâcher la symétrie. Je suis sorti avant qu'il ne puisse répondre. Le gravier crissait sous mes chaussures alors que je me dirigeais vers ma voiture. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai rien jeté. Je me suis juste assis derrière le volant un instant, regardant le vignoble s'estomper au loin dans le rétroviseur. C'était surréaliste, comme si je venais de sortir d'un film où je n'avais pas été choisi pour un rôle principal, ni même un second rôle, juste un figurant qui s'était approché un peu trop près de la caméra. De retour à l'hôtel, j'ai enlevé mon costume, fait ma valise et ouvert l'enveloppe que j'avais récupérée. J'ai sorti la note que j'avais écrite, celle où je disais être fier de lui, où j'espérais que l'argent les aiderait à commencer un nouveau chapitre. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai déchiré proprement en deux. Ensuite, j'ai éteint mon téléphone. Il n'est pas resté éteint longtemps. Environ 1 heure plus tard, quand je l'ai rallumé, j'avais 6 appels manqués de Nat, 4 de ma mère et une série de SMS de plus en plus anxieux. Le dernier venait de Brianna. Il disait simplement, « Tu as vraiment tout gâché aujourd'hui. » Et c'est à ce moment-là que la culpabilité a cessé. Cette phrase, la façon dont elle la formulait, comme si j'avais détruit leur petit fantasme soigneusement filtré, a provoqué un déclic en moi. Je n'avais rien gâché. J'avais révélé la vérité. Mais ce n'était pas la fin. Loin de là. Le lendemain matin, j'ai quitté l'hôtel avant le lever du soleil. Le réceptionniste a à peine levé les yeux quand j'ai déposé ma carte clé, ce qui m'allait bien car je n'étais pas d'humeur à bavarder. J'ai attrapé un croissant rassis au bar du petit déjeuner, l'ai jeté sur mon siège passager et j'ai quitté la ville du vignoble comme si elle me devait de l'argent. Le temps d'arriver à mon appartement, j'avais accumulé 11 appels manqués de plus et 2 messages vocaux que je n'avais aucune envie d'écouter. Le ton des SMS de ma mère avait complètement changé, passant de « tu n'aurais pas dû partir » à « s'il te plaît, appelle ton frère, il est dévasté », jusqu'à celui qui m'a vraiment fait rire, la famille, ça veut dire faire des sacrifices parfois. Adam. Des sacrifices. Je me suis assis sur mon canapé, toujours en jean de la veille, relisant cette phrase. On aurait dit quelque chose arraché d'un aimant de réfrigérateur dans une boutique de station-service. Qu'est-ce que Nat avait sacrifié, au juste? Ses photos de mariage allaient toujours être impeccables. Sa femme allait toujours les posters avec des légendes comme « Béni » et « Notre conte de fées commence ». Il aurait toujours l'expérience soignée qu'il voulait, moins un frère qui, apparemment, jurait avec la palette de couleurs. Et voilà le truc, j'avais déjà fait des sacrifices. Il ne l'avait juste jamais remarqué. Depuis 1 an et demi, j'aidais discrètement Nat avec sa start-up, une entreprise d'importation de matelas qui, franchement, perdait de l'argent. Ce n'était pas de notoriété publique, mais quand il l'a lancé, il m'a appelé en panique parce qu'il avait besoin de quelqu'un pour co-signer un prêt. Pas pour une maison, pas pour une voiture, mais pour un entrepôt et un contrat de stock. Je n'ai rien demandé en retour. Je me suis dit,
c'est mon frère. S'il réussit, nous y gagnons tous. S'il échoue, au moins il aura essayé. Et oui, peut-être qu'une partie de moi espérait qu'en l'aidant maintenant, cela serait enfin perçu comme plus que simplement « Adam, le gars fiable ». Je n'en ai jamais parlé à nos parents. Je ne l'ai même pas dit à mes amis. C'était juste quelque chose que je gérais discrètement. Je m'assurais que les paiements étaient faits à temps, j'ai répondu à quelques appels de la banque quand les choses se corsaient, et je lui ai même viré 3000 € en urgence l'automne dernier quand son fournisseur a failli le lâcher. Tout ça sans un merci plus long qu'un SMS d'une ligne, j'apprécie, frérot. Ce chèque que j'avais récupéré sur la table des cadeaux, ce n'était pas juste un cadeau de mariage. C'était moi qui traçais enfin une limite. Mais maintenant, assis là dans mon appartement, entouré de courriers non ouverts et de plantes à moitié fanées, j'ai réalisé quelque chose de plus profond. Ils n'avaient pas seulement oublié ma place au mariage, ils avaient complètement oublié mon rôle. Alors, je me suis mis au travail. D'abord, j'ai ouvert mes dossiers, chaque fil de discussion, chaque document signé, chaque relevé bancaire lié au prêt. J'étais toujours le co-signataire, ce qui signifiait que j'avais toujours un accès administratif. Le prêt n'était pas entièrement remboursé, loin de là. Et bien que je n'ai fait aucune réclamation légale sur l'entreprise, j'avais un moyen de pression. Je ne voulais pas le détruire. Vraiment pas. Mais quelque chose dans le SMS de Brianna, « Tu as vraiment tout gâché aujourd'hui », résonnait dans ma tête comme un défi. Comme si leur petit monde parfait ne pouvait pas supporter une once de réalité. Comme si mon soutien silencieux des 18 derniers mois était moins important que mon apparence à l'arrière-plan de leur carrousel Instagram. J'ai rédigé un email. Simple, clair, juridiquement solide. Il notifiait à la banque que, pour des raisons personnelles et financières, je retirais formellement ma caution et n'autorisais plus aucune utilisation de mon crédit ou de mon identité dans les opérations commerciales. J'ai joint les formulaires appropriés, mis l'email de Nat en copie et cliqué sur « Envoyer ». Puis, pour faire bonne mesure, j'ai transféré quelques documents clés à un ami avocat de l'université, juste au cas où les choses deviendraient compliquées. Pas que je m'attende à une bataille, mais Nat était impulsif, et Brianna. Disons simplement que je ne faisais pas confiance à quelqu'un qui qualifiait les centres de table de mariage des « actifs de marque ». Environ 1 heure plus tard, mon téléphone a vibré. Un numéro que je ne reconnaissais pas. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Puis il a vibré à nouveau. Cette fois, c'était Nat. J'ai répondu. Sa voix était sèche, tendue. « Tu viens de te retirer du prêt. » « Oui. »« Pourquoi ? » ?»« Maintenant ? » ?»« Tu te maries, dis-je platement. Il est temps de te débrouiller seul. » Il y eut une pause. « Adam, allez. Ce n'est pas le moment d'être mesquin. » Je pouvais l'entendre. La frustration qu'il essayait de contenir. Le ton de quelqu'un qui croyait encore être le plus raisonnable dans la conversation. Que j'étais juste en train de surréagir. Que tout ça passerait, comme l'une de ces nombreuses factures en retard. Ce n'est pas de la mesquinerie, dis-je. C'est attendu depuis longtemps. Tu fais sérieusement ça à cause d'une chaise ? Non, dis-je en me penchant en arrière. À cause d'une habitude. Et une chaise n'était que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il expira brusquement. D'accord. D'accord. Parlons-en. Viens à la maison. On va trouver une solution. Tu veux dire, comme vous avez trouvé une solution pour ma place ? Ou pour dire à tout le monde que je n'étais pas assez important pour les photos ? Ou pour laisser ta nouvelle femme me traiter comme un inconvénient ? Silence. Tu n'as même pas demandé si j'allais bien quand je suis parti, ai-je ajouté. Tu n'as pas pris de mes nouvelles. Tu as appelé parce que maintenant, il y a quelque chose que tu veux de moi. Toujours le silence. Puis, plus doucement, alors, c'est permanent ? Tu en as juste fini ? Je ne sais pas encore, dis-je honnêtement. Ça dépend de vous. Et j'ai raccroché. Je ne me sentais pas triomphant. Je ne me sentais pas suffisant. Je me sentais fatigué, comme si je venais de finir de nettoyer un désordre qui n'était pas le mien, mais qui m'avait été laissé malgré tout. Un désordre qui s'était accumulé pendant des années. Les affronts tacites, les moments ignorés, les trahisons silencieuses que personne n'avait jamais pensé que je remarquerais. Ce que je ne savais pas encore, c'est que Nat n'était pas le seul ébranlé par ce que j'avais fait.
Les répercussions avaient déjà commencé. Le père de Brianna, un investisseur discret dans l'entreprise de Nat, avait des questions. Ma mère organisait maintenant un dîner de médiation familiale, et ma boîte de réception était sur le point de s'illuminer de messages de cousins qui, il s'est avéré, avaient également été snobés par les ajustements de la liste d'invités de Brianna. Mais j'y viendrai bientôt, car le moment qui a vraiment tout changé, celui où les choses sont passées d'un drame familial gênant à une fracture totale, est arrivé 3 jours plus tard. J'ai reçu un message sur Facebook de ma cousine Mélissa. Nous n'étions pas particulièrement proches, mais nous avions grandi autour des mêmes dîners de fêtes chaotiques et partagé plus de quelques regards complices au fil des ans. Son message était court, « Salut, je me demandais juste, on t'a aussi demandé de ne pas être sur les photos de famille. » Le mot « aussi » m'a glacé sur place. Nous nous sommes appelés ce soir-là. Mélissa avait été assise à la table la plus éloignée, près des chauffages portables. Son mari n'avait même pas eu de carton de placement. Brianna avait apparemment envoyé un plan de circulation mis à jour à la coordinatrice du mariage 2 nuits avant l'événement, réorganisant les places pour « optimiser l'esthétique ». Traduction, toute personne de plus de 30 ans, peu photogénique ou pas assez présentable pour TikTok, était reléguée en périphérie. Et ce n'était pas seulement Mélissa. Elle avait déjà parlé à 2 autres cousines. L'une qui avait conduit 6 heures et à qui on n'avait même pas offert un verre, et une autre qui avait apporté une machine à expresso à 400 € de leur liste de mariage, pour être assise derrière une haie. Plus elle creusait, plus elle en trouvait. La moitié de la liste d'invités du côté Reynolds avait été mise sur la touche en faveur du cercle d'influenceurs de Brianna, de parents éloignés du cours de pilates de sa mère, et de gens qui correspondaient à l'ambiance. Le mariage n'était pas une célébration. C'était une séance photo avec des vœux. Mélissa a terminé l'appel en disant « Je ne pense pas être dramatique, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils nous ont utilisés comme des figurants, des extras. Comme s'ils avaient honte d'avoir vraiment de la famille là-bas. » Je lui ai dit qu'elle n'était pas du tout dramatique. Plus tard dans la soirée, la curiosité m'a pris. J'ai cliqué sur l'Instagram de Brianna. Bien sûr, les photos avaient commencé à arriver, des clichés parfaitement filtrés de charme rustique et de rire spontané. Nat ressemblait à une publicité pour de l'eau de Cologne. Brianna ressemblait à une influenceuse de mariage sur un post sponsorisé. Les légendes étaient aussi creuses que je m'y attendais, le jour où notre pour toujours a commencé. J'ai fait défiler, encore et encore. Des dizaines de photos. Pas une seule ne montrait un membre de notre famille. Pas même nos parents. Pas même le témoin de Nat, qui, j'ai appris plus tard, était un de ses anciens collègues et non son véritable meilleur ami, car apparemment, il ne correspondait pas au look. C'est là que ça m'a frappé. Il ne s'agissait pas seulement du fait que l'on m'ait manqué de respect. Il s'agissait du fait que toute la famille avait été reconditionnée pour correspondre à une marque. Et il pensait qu'aucun de nous ne dirait rien. Le lendemain matin, j'ai appelé mes parents. Maman a répondu sur haut-parleur, ce qui signifiait que papa était à proximité. Je suis resté civil. J'ai demandé comment ils allaient, s'ils étaient bien rentrés, comment s'était passé le reste de la réception. Ils étaient sur la défensive, polis mais prudents. Je sentais qu'ils n'étaient pas sûrs de ma position. Finalement, maman a soupiré et a dit, « Adam, j'aurais aimé que tu ne partes pas comme ça. Tu as embarrassé ton frère. » J'ai attendu un instant. T'a-t-il dit où j'étais assis? Il y a eu une pause. Je crois qu'il y a eu une confusion. Tu aurais dû en parler discrètement. Pour que ça rende mieux sur les photos, ai-je demandé, sans cacher mon sarcasme. Elle n'a pas répondu. Je ne suis pas en colère, dis-je calmement. J'en ai juste fini de prétendre que je n'ai pas été traité comme un figurant. Et apparemment, je n'étais pas le seul. Cela a attiré leur attention. Je leur ai parlé de Mélissa, des cousins, des gens qui rongeaient leurs freins en silence. Tous trop polis pour faire une scène, mais pas trop aveugles pour voir ce qui s'était passé. Papa a finalement parlé. C'est Brianna qui a presque tout organisé. J'ai hoché la tête, même s'il ne pouvait pas me voir. Et Nat l'a laissé faire. C'est ça que personne ne dit. Maman a essayé de le défendre, disant que les mariages sont stressants, que les couples font des erreurs, que peut-être ils se rattraperaient plus tard. Ils ne le feront pas, dis-je platement. Parce qu'ils ne pensent pas avoir fait quoi que ce soit de mal. Et c'est là que je leur ai parlé du prêt. Le silence à l'autre bout du fil a été immédiat et total.
J'ai laissé une seconde pour que ça fasse son effet. Tu as fait quoi? A finalement demandé papa. J'ai co-signé le prêt pour le bail de l'entrepôt de Nat, dis-je. Il y a 18 mois. Je couvrais les paiements qu'il ne pouvait pas faire. Personne ne le savait parce que je n'en ai pas fait toute une histoire. Je l'ai juste fait, discrètement, comme je le fais toujours. La voix de maman s'est brisée. Pourquoi n'as-tu rien dit? Parce que je pensais que j'aidais, dis-je. Parce que je pensais que c'était ce que la famille faisait. J'ai laissé le silence s'installer à nouveau. Quoi qu'il en soit, ai-je continué, je me suis retiré. J'ai prévenu la banque. Nat est seul maintenant. Papa s'est raclé la gorge. Il a dit, tu essaies de le saboter. Non, dis-je. J'ai juste arrêté de le protéger. Plus tard dans la journée, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était Monsieur Galland, le père de Brianna. Son ton était glacial mais poli. Il m'a demandé si je pouvais clarifier certains changements soudains dans les accords de prêt qui avaient attiré son attention. J'ai expliqué la situation, mon implication antérieure, mon retrait formel et le fait que je n'étais sous aucune obligation légale de continuer à soutenir une entreprise qui m'avait exclu, financièrement et personnellement, depuis le premier jour. Je comprends, dit-il après une longue pause. J'aurais juste aimé que vous me parliez d'abord. J'aurais aimé que beaucoup de choses se passent différemment, ai-je répondu. Les 48 heures suivantes ont été un tourbillon. Les retombées se sont propagées rapidement. Nat a appelé 3 fois de plus, a laissé des messages vocaux, auxquels je n'ai répondu à aucun. Le premier était furieux. Le suivant, plein de remords. Le troisième, un fouillis de demi-excuses et de rires forcés. Il a dit que Brianna était super contrariée, que tout le monde était dramatique, et ne pouvions-nous pas simplement remettre les compteurs à zéro. Mais je ne voulais pas remettre les compteurs à zéro. Je voulais une conclusion. Ce vendredi-là, j'ai reçu une invitation. Pas à un autre mariage, heureusement, mais à un brunch organisé par Mélissa. Un groupe de cousins et de petits-cousins prévoyait une réunion discrète. En partie pour décompresser, et en partie pour reconnaître silencieusement que quelque chose s'était brisé entre nous et Nat. C'était décontracté, juste du café, des gaufres et des gens qui voulaient vraiment se voir. Pas de photos posées, pas de filtre, pas de hiérarchie de qui rendait bien à la caméra. Nous avons échangé nos histoires, ri de l'absurdité, pleuré un peu aussi, surtout la cousine qui avait payé son vol avec une carte de crédit juste pour soutenir la famille. Et vers la fin, Mélissa m'a regardé et a dit « Merci d'être parti. Nous y pensions tous. Tu as juste eu le courage de le faire. » Ça m'a marqué. Il aurait été plus facile de rester silencieux, de m'asseoir sur ma petite chaise pliante près du mur et de sourire poliment pour la caméra. Mais au lieu de ça, je me suis levé. Pas pour le drame, pas pour la vengeance, mais parce que je connaissais enfin ma valeur. Et je n'allais pas les laisser me retirer de l'image. 3 semaines plus tard, Nat a envoyé une lettre manuscrite. Je l'ai toujours, rangée dans le tiroir avec la note déchirée que j'avais autrefois incluse avec ce chèque de 1500 €. La lettre était un mélange de regrets, de frustration et de vagues tentatives de réconciliation. Il n'a jamais réellement dit les mots « je suis désolé ». Mais il a écrit ceci, je pensais que maintenir la paix signifiait éviter les conflits. Je vois maintenant que ça voulait surtout dire t'ignorer. J'ai eu tort. Je n'ai pas répondu. Peut-être que je le ferai un jour. Peut-être pas. Mais je sais ceci, je ne suis plus le frère de l'arrière-plan. Je ne suis pas un remplaçant, ni une solution de secours, ni une chaise près du mur. Je suis Adam. Et j'ai finalement choisi de me mettre en avant. Et cette fois, je suis resté dans le cadre.